Bonjour, après Jérôme Filippini, le préfet de la Réunion la semaine dernière, notre invité cette semaine est Wilfried Bertil. Bonjour Wilfried Bertil. Bonjour. Alors, je ne vais pas dérouler l'intégralité de votre CV parce qu'il est quand même assez long, mais très rapidement, je dirais que vous êtes conseiller régional depuis 2021, conseiller régional aux côtés d'Huguette Bello, président de la commission des affaires générales, financières, européennes, et vous occupez également de la coopération régionale. Vous avez travaillé par ailleurs avec Paul Vergès, vous étiez son vice-président, délégué à la mobilité et à la coopération régionale. Vous avez été maire de Saint-Philippe, vous avez été député, vous avez été secrétaire général de la COI, Commission de l'Océan Indien, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, Wilfried Bertil. Avant de parler océan Indien, si vous voulez bien, je disais, vous avez travaillé avec quasiment tous les politiques, notamment même Nassima Dindar. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes toujours encarté politiquement et c'est quoi votre carte politique? Je suis socialiste depuis le début, puisque j'étais fondateur, sinon cofondateur du Parti socialiste à La Réunion dans les années 70 avec François Mitterrand. J'ai toujours été socialiste. Je ne suis plus encarté au Parti socialiste depuis quelques années et je n'ai aucune carte d'aucun parti, mais je reste socialiste. Mais j'aimerais, comme on disait comme on disait autrefois, je suis socialiste sincère, c'est-à-dire je suis un vrai socialiste de gauche. J'ai jamais voté à droite de ma vie, sauf 2 fois pour Macron pour faire barrage à Marine Le Pen et pour Chirac en 2002 pour faire barrage à son père. Mais je suis je suis vraiment ancré à gauche et je reste ancré à gauche. Macron qui était au gouvernement de François Hollande. François Hollande, mais François Hollande, il y aurait beaucoup à dire sur les conséquences du passage de François Hollande sur l'évolution du Parti socialiste. Et je reste socialiste, même si, comme vous l'avez rappelé, je ne suis pas sectaire, je travaille avec tout le monde sur des projets concrets, là où je peux apporter une plus-value de par l'expérience que vous avez rappelée sur le plan politique, mais aussi mon expérience de chercheur et d'enseignant à l'université pendant 37 ans. J'ai oublié de le préciser, vous êtes universitaire, agrégé de géographie, et vous avez enseigné pendant très longtemps. Très longtemps, et j'ai écrit beaucoup de livres et beaucoup d'articles sur les problématiques réunionnaises et mondiales. Exactement. Je le disais, vous avez été maire, vous avez été député, vous avez été vice-président de la région, conseiller régional aujourd'hui, il vous manque un mandat, sénateur. Est-ce que vous serez candidat aux prochaines sénatoriales? C'est en septembre 2023. Je l'ai été en 2017 lors de l'élection précédente. J'étais le candidat du PLR et du Progrès. Mon parti socialiste ne m'a pas suivi, a préféré faire alliance avec le LPA qui devait être une alliance d'ailleurs millénaire, qui était, on avait dit, on allait planter une graine qui allait donner de beaux arbres. Les gens ont vu ce que ça a rendu et on a fait élire M. Denmont qui s'est empressé tout de suite d'adhérer au mouvement de la Macronie, et je pense que bon, ça c'est le passé. Alors l'avenir immédiat, puisque ça va être en septembre 2023. Si la gauche de la région me fait confiance, je serai de nouveau candidat, puisque je l'ai été dans des conditions plus difficiles en 2017, mais je ne suis pas candidat pour faire une fin de carrière en beauté ou pour me reposer. Et il y a un certain nombre de projets qu'il faut faire absolument pour la Réunion, qui profitera également à la France, puisque la Réunion c'est la France. Et il y a aussi des transmissions à faire, puisque je suis arrivé à l'âge de la transmission. Donc je veux, si je suis candidat, c'est dans un esprit de pragmatisme, de construction, et de continuer à travailler avec tout le monde comme je l'ai fait jusqu'à présent. D'accord. Mais vous serez candidat de la majorité régionale ou de la gauche, en sachant que le PS va peut-être présenter une liste? En 2017, j'étais candidat de l'Union du Progrès et du PLR. Bien entendu, on cherche à élargir un maximum et c'est une affaire de parti. Il faut que les partis discutent entre eux et mettent en place une liste représentative et avec un programme, puisqu'il ne s'agit pas d'être élu pour être élu, il s'agit d'être élu sur un programme. Une question d'actualité, j'allais dire brûlante, ça concerne les Sri Lankais. On l'a vu là la semaine dernière, un bateau qui arrive, enfin qui passe par Maurice, qui va se ravitailler et qui revient vers la Réunion. Mais pourquoi il ne s'arrête pas à Maurice? Le problème des Sri Lankais est un problème
compliqué puisque les Sri Lankais sont dans un pays en guerre, entre la population tamoule du nord qui vient de l'Inde et le reste de la population singalaise. Il y a eu des guerres fratricides par le passé, et ça reste un pays très difficile sur le plan politique, avec des conséquences malheureusement sur le plan économique, alors que Ceylan est une île magnifique et extrêmement riche. La Réunion est victime du syndrome européen. Là, beaucoup de gens, des réfugiés, pour des raisons de persécution politique ou pour des raisons économiques, veulent rejoindre l'Europe. La Réunion, c'est l'Europe. Donc les Sri Lankais font des milliers de kilomètres pour venir chez nous. Ce qui frappe, c'est que la distance est très longue. Ils font souvent escale et restent un certain temps à Diego Garcia dans les où se trouve une base militaire américaine, mais dans un territoire britannique. Oui. Quelquefois, ils font escale à Maurice. Oui. Bon, ils ne se sont pas arrêtés à Maurice, qui pourtant est indienne comme eux, parce que Maurice n'a pas signé les accords qui obligent de recevoir des réfugiés, des accords internationaux. Mais Maurice reçoit quand même beaucoup de travailleurs malgaches. Beaucoup de malgaches, indiens, etc. Et ça, les Sri Lankais auraient pu représenter le main-d'œuvre. Oui, mais là, la population mauricienne, les Mauriciens ne veulent pas sans doute créer un précédent en termes de réfugiés. Mais c'est vrai que leur attitude là n'a pas été très amicale nous concernant, nous, et très humaine concernant les Singales et les Sri Lankais. Pareil pour les Britanniques. Pareil pour les Britanniques qui nous ont refilé la patate chaude. Cela dit, c'est aussi à l'honneur de la France d'avoir été, j'allais dire, l'espoir des réfugiés. Mais à l'honneur de la France, effectivement, je suis d'accord avec vous, Monsieur Bertil, mais la France doit aussi s'occuper des siens, des Français. Il y a des Mahorais qui arrivent, déjà, qui sont français, qui arrivent régulièrement ici, parce qu'ils fuient des problèmes de violence en raison de l'immigration avec les Comores notamment, et on connaît les problèmes de la Réunion. Oui, la France est une terre d'accueil, mais à un moment donné, ça risque pas de poser, selon vous qui êtes un expert de l'océan Indien quand même, des problèmes? Non, parce que bon, au-delà influencé par le Front National qui fait que on recherche l'identité, on recherche la pureté des origines et on fait de la chasse aux immigrés, au-delà de cette idéologie qui existe à Mayotte et qui existe aussi chez nous, les Sri Lankais sont quelques centaines en plusieurs années. Oui, parce que le préfet a dit, il n'y a pas de vague migratoire. Il n'y a pas de vague migratoire. Parmi ceux qui viennent, très peu ont l'autorisation de rester. Oui, parce qu'il y en a qui repartent, effectivement. La majorité repartent. Et puis la distance est telle, et les conditions de mer sont telles entre le Sri Lanka et la Réunion, qu'il n'y aura jamais des centaines et des milliers qui vont venir, même sur plusieurs années. Donc c'est quelque chose d'assez secondaire, qui reflète toute la misère du monde, qui ne peut pas nous laisser indifférents, mais il n'y a pas péril en la demeure, si tant est que on n'est qu'une seule race humaine sur la Terre et on devrait être partout chez soi. Il n'y a pas péril dans la demeure, mais on sait que là, par rapport aux pays qui nous entourent, Mayotte, qui est française, d'ici à 2040-50, Mayotte va avoir à peu près 500 000 habitants, d'accord. Madagascar, au moins une quarantaine de millions d'habitants. Les Comores, un peu plus d'1 million d'habitants. Ça risque pas de représenter des flux de population qui pourraient ici arriver à La Réunion? C'est une problématique qui est 1000 fois plus importante que l'affaire des Sri Lankais, puisque effectivement Mayotte est déjà déstabilisée par une immigration incontrôlée qu'on n'arrive pas à contrôler. Et pourtant la France met les moyens, 170 millions d'euros. La France met les moyens, la France met 5 fois plus de moyens pour lutter contre l'immigration incontrôlée à Mayotte qu'elle ne met dans le développement des Comores, alors que la solution pour tarir à l'immigration de misère, c'est de lutter contre la misère dans les pays d'origine. Mais donc, si la France aide les Comores à se développer, les Mahorais vont crier. Ça se fait déjà maintenant, mais je pense qu'il faut avoir une vision avec un peu plus de recul. Les moyens que Mayotte, c'est la France. Mayotte a la solidarité nationale et européenne. Les Comores, c'est un des pays les moins avancés. Et les rapports d'aide entre les Comores et Mayotte, quand la France fait 100 pour Mayotte, elle fait même pas un demi pour les Comores. Donc il faut garder
vraiment les proportions. De même que quand on fait une politique de coopération, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour les pays de la zone, je veux dire, il faut pas faire de la démagogie en disant ouais, il fait pour les Malgaches, il fait pour les Mauriciens ou les Comoriens, il fait pas pour nous. Quand on nous donne des milliards, on donne 200, 300 000 euros aux pays de la zone. Donc, il faut vraiment que les gens aient une vision plus objective un peu de la réalité. D'accord. Alors, vous dites, et on le sait, Mayotte est française, mais là, on va entrer effectivement dans le cadre de la commission de l'océan Indien. Mayotte n'y est pas. Alors, je reviens un instant sur les problématiques démographiques que vous avez dites. C'est vrai que c'est le problème de la Réunion et de l'océan Indien de demain. C'est vrai que la population malgache va augmenter considérablement, la population comorienne va augmenter considérablement, dépassera celle de la Réunion. La population de Mayotte sur 374 km², alors que nous on a 2500, nous ils vont avoir 500 000 habitants, presque la moitié de ce que nous avons. Et c'est vrai que ça va entraîner, ce sont des facteurs de déstabilisation, d'où la nécessité de faire, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais du co-développement avec les Comores et avec Madagascar pour que ces pays-là se développent, mais on en reparlera tout à l'heure. Justement, là on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de l'océan Indien, de la commission de l'océan Indien, et vous disiez Mayotte est française, mais Mayotte pourtant ne figure pas dans la COI. Mayotte ne figure pas dans la COI puisque la Commission de l'océan Indien est une organisation interétatique de coopération qui a été créée en 1984. La France a adhéré en 1986 et en 1986, le protocole d'adhésion disait elle intervient pour permettre à la Réunion de participer à la coopération régionale. Bon, Mayotte était déjà française, mais quand la France a voulu intégrer Mayotte comme la Réunion au sein de la COI, les Comoriens ont dit Mayotte c'est comorienne et donc on met notre veto. Et comme il faut l'unanimité dans les pays de la zone, la situation était bloquée. Et donc, le protocole d'adhésion n'a pas prévu Mayotte. Mais je pense que quand on a un conflit entre deux pays membres de la COI, il faut que ce soit réglé en bilatéral, c'est-à-dire la question de Mayotte entre la France et les Comores. Il faut que le gouvernement français se rapproche du gouvernement comorien et qu'il trouve une solution pour faire en sorte que Mayotte puisse participer aux travaux de la Commission de l'océan Indien. Alors, cette COI, Commission de l'océan Indien, que vous connaissez bien, puisque vous l'avez vous avez été secrétaire général, vous l'avez dirigé. Effectivement, c'était de quelle année à quelle année? De 2001 à 2004. 2001 à 2004. C'est quoi? On a l'impression que c'est une coquille vide, parce qu'on a l'impression que c'est Maurice, ça profite à Maurice. Non, c'est déjà, elle a été installée à Maurice. Elle est installée à Maurice, il faut bien qu'elle soit installée quelque part. Oui. En fait, la Commission de l'océan Indien, c'est le stade le plus élémentaire des organisations d'intégration régionale. La Commission de l'océan Indien, c'est le début. L'Europe, c'est exactement comme la Commission de l'océan Indien, mais c'est l'aboutissement, je ne dis pas ultime, parce que certains veulent en Europe aller plus loin, créer une Europe politique, mais c'est la même chose. Et quand on parle de l'Europe, c'est pareil. Les gens disent, c'est quoi l'Europe alors qu'elle pèse sur notre vie quotidienne, mais les gens n'ont pas conscience des problématiques européennes. En quoi la COI pèse sur notre vie quotidienne? Je vous pose la question différemment. La COI est différente de l'Europe, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est à peu près le même type d'organisation. La COI, en fait, met en œuvre un certain nombre de projets financés par des bailleurs de fonds, la France, mais aussi l'Europe, mais aussi la Banque mondiale, mais aussi le Japon. Donc, la Commission de l'océan Indien met en œuvre des projets. Elle met en œuvre des projets sur la météo. Elle a mis en œuvre par le passé l'université de l'océan Indien. Peut-être sur la pêche aussi. Elle a mis en œuvre une dizaine de projets concernant la pêche, notamment le thon, puisque c'est comme c'est financé par l'Europe. L'Europe qui importe beaucoup de thon et qui a des bateaux qui pèsent dans la zone, évidemment, l'Europe met le paquet sur la pêche thonière et sur les surveillants des pêches, sur la sécurité maritime. Donc il y a depuis que la COI a été créée en 1984, la COI a mis en œuvre plus de 400 millions d'euros de projets dans la zone et actuellement la Commission de l'océan Indien gère à peu près pour 170 millions de projets qui sont en cours. Donc elle fait des choses. Bon. Et pour faire ça, c'est une toute petite structure puisque le budget de fonctionnement de la COI est de l'ordre de 1 million d'euros, que l'on va porter à 1,4 million, donc c'est très peu de choses. Et là-dedans, il doit y avoir beaucoup de dépenses au niveau du fonctionnement, puisqu'il y a à peu près 80 personnes qui travaillent. Mais 80 personnes qui travaillent, mais avec la totalité des projets. Tous les projets, 170 millions,
financent leur propre personnel. Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent sur le budget de la COI, et donc si les communes avaient le même ratio, même la région, si elle avait le même ratio entre 1,4 million de fonctionnement et 170 millions d'investissement, ça aurait été l'idéal. Bon. Le problème de la COI, c'est que les États ne s'engagent pas pour que les projets qui sont financés par les bailleurs de fonds, notamment l'Europe, puissent ensuite continuer. Et c'est ça la grande faiblesse de la COI, c'est qu'il n'y a pas de suivi dans les projets. Quand la Réunion assiste à une réunion au niveau de la COI, par exemple la présidente de région, ou souvent vous-même, vous êtes le délégué, quelle est la légitimité de la voix réunionnaise alors que la COI traite directement avec la France? C'est une question de ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères mauricien, des Comores, de Madagascar, etc. Mais la Réunion n'a pas de ministre des Affaires étrangères, c'est Paris. C'est vrai que la Réunion n'a pas de ministre des Affaires étrangères, puisque la Réunion est une collectivité locale française, mais de plus en plus en France, on parle de démocratie territoriale, et d'ailleurs, et les Outre-mer ont ouvert la voie à ce niveau. Nous avons depuis quasiment l'an 2000 un conseiller diplomatique auprès du préfet, et toutes les régions actuellement, auprès des préfets de région, on est en train de mettre aussi des conseillers diplomatiques, et on développe la diplomatie territoriale, et les collectivités locales françaises font beaucoup pour le rayonnement de la France dans le monde. Au niveau de la Réunion, on intervient bien sûr, même si on n'a pas on n'est qu'une collectivité, on intervient dans le cadre de la coopération décentralisée, donc on a beaucoup de relations internationales avec d'autres collectivités dans le domaine de nos compétences. On a même, nous, en tant que région ultrapériphérique, un certain nombre de compétences supplémentaires. On peut, par exemple, traiter avec un État. Si la France nous donne un accord, pour passer un accord avec un État étranger, on peut négocier et signer nous-mêmes, en tant que région, un accord avec un État étranger à condition d'avoir eu le feu vert du gouvernement français. Donc, et quand la France a adhéré à la Commission de l'océan Indien en 1986, elle avait, dans le protocole d'adhésion, il a été dit, c'était pour permettre à sa région Réunion de participer à la coopération dans l'océan Indien avec les îles sœurs de l'océan Indien. C'est vrai qu'au niveau de la représentation, l'État a souvent tendance à reprendre un peu le dessus, mais comme vous l'avez dit, très souvent, quand le ministre est absent, j'ai conduit, ou le président de région, ou son représentant, ou le président du département et son représentant peuvent être habilités à conduire la délégation française au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COI. Et d'ailleurs, dans d'autres instances comme le COMESA ou l'Association des États riverains de l'océan Indien, l'IORA, moi-même, en tant que vice-président de la région du temps de Paul Vergès, j'ai 5 ou 6 fois conduit la délégation française dans ces organismes-là. Alors, COI, COMESA, Indian Ocean Rim, l'IOA, enfin c'est la même chose, voilà, l'IORA, les îles Vanille aussi, on a l'impression que ça fait beaucoup, mais pour pas grand-chose. Concrètement, qu'est-ce que les Réunionnais, notamment je pense aux jeunes, peuvent attendre de tous ces organismes en matière d'emploi? Est-ce qu'il y a des Réunionnais qui vont travailler dans ce cadre-là, dans l'océan Indien? Oui. Bon, d'abord, les organisations que vous avez citées n'ont pas toutes la même importance. L'association, la COI regroupe les îles francophones de l'océan Indien, donc 5 États membres, la France, Réunion, Madagascar, les Comores, les Seychelles et Maurice. L'IORA, l'association d'États riverains de l'océan Indien, regroupe 23 États qui est du pointu de l'océan Indien, de l'Australie à l'Afrique du Sud, en passant par l'Inde et les pays de notre zone. Le COMESA, c'est l'Afrique orientale et australe, et il y a là aussi un peu plus de 20 États, qui va de la Libye jusqu'au Mozambique quasiment. Donc, ce sont des organisations d'intégration régionale, ce sont de grosses COI, si on veut dire, si on peut dire. Les îles Vanille, c'est un peu différent, parce que c'est sur un thème donné qui est le tourisme. Et vous parliez tout à l'heure du fait que nous n'avions pas de ministre des Affaires étrangères. Et bien, dans le cadre des îles Vanille, la région Réunion représente l'État. Nos correspondants, enfin, le président de région représente la Réunion dans les îles Vanille. Le ministre du tourisme mauricien représente Maurice. Le ministre du tourisme malgache représente Madagascar. Pour les Seychelles et pour les Comores, c'est la même chose. Donc, nous avons, les îles Vanille, c'est la seule organisation où la Réunion est considérée comme un État, j'allais dire, souverain. D'accord, mais en matière d'emploi, les jeunes, est-ce qu'il y a des échanges? En matière d'emploi,
la situation est assez différente. Nous lançons, dans le cadre de nos programmes de coopération, portés par la région et par des organismes en France comme France Volontaire, nous envoyons beaucoup de jeunes dans les pays de la zone. Par exemple, depuis 2003, la Réunion a fait partir plus de 700 jeunes, départements et régions, fait partir plus de 700 jeunes dans les pays de la zone sous divers statuts. Donc, actuellement, nous avons également plusieurs dizaines de jeunes qui travaillent comme volontaires du progrès ou comme volontaires internationaux dans un certain nombre de pays, y compris l'Inde et la Chine, mais aussi à la COI, mais aussi à l'IORA. Donc, les Réunionnais sont présents et souvent c'est très formateur puisque les jeunes Réunionnais qui vont pendant 1 ou 2 ans dans ces organismes-là s'habituent à l'action internationale et après quand ils reviennent, soit ils sont recrutés par la région, par les communes, par le département ou par l'État pour faire de la coopération. Certains même, ils sont recrutés sur place. C'est ça, et certains même ont des emplois à Bruxelles parce qu'ils ont montré que sur le terrain, ils se débrouillaient pas mal, et les emplois à Bruxelles, c'est très bien payé. D'accord, donc emploi, formation, mais par rapport à notre environnement géographique, c'est-à-dire l'océan Indien, quel est le volume d'échanges? Parce que malgré cette proximité par rapport à Maurice, Madagascar, tout ça, on a l'impression que ce qu'on mange, d'accord, on parle beaucoup d'autosuffisance alimentaire, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Ce qu'on mange vient surtout de l'Europe, mais pas de l'océan Indien. C'est un gros problème. Vous parliez tout à l'heure du COMESA et de l'Europe, par exemple. Les organisations d'intégration régionale comme l'Europe pour les pays développés ou le COMESA ou la COI pour les pays en voie de développement n'ont pas du tout les mêmes échanges entre eux. En Europe, par exemple, la France fait 70% de ses échanges extérieurs avec les autres pays européens. La Réunion fait même pas 5% de ses échanges avec les pays de son environnement géographique. Et à l'intérieur du COMESA, les échanges entre les pays du COMESA, c'est à peu près 15%. Donc, parce que dans les pays en voie de développement, dans les pays du Sud, comme le COMESA ou comme la COI et comme nous avons été colonisés. Par conséquent, nos économies étaient travaillées pour nos métropoles du Nord. Donc, les relations commerciales se faisaient du Sud vers le Nord. Même chose pour Madagascar, même chose pour nous, qui produisons du sucre pour la France, même chose pour l'île Maurice. Donc, nos relations commerciales sont Nord-Sud et non pas Sud-Sud, puisque nos économies ne sont pas complémentaires, nos économies sont plutôt concurrentes, nos économies ne sont pas suffisamment diversifiées. Pour échanger, il faut avoir des produits, et donc des produits complémentaires les uns des autres. Mais on y travaille par le biais de l'accord de partenariat économique qui avait été lancé après Cotonou à partir de l'an 2000 par la France et par l'Union européenne avec les pays qui étaient anciennement colonisés. Les accords de partenariat économique permettent de libéraliser des échanges commerciaux. Et pour la Réunion, les échanges se développent surtout en matière de services. Et puisque au niveau de la production de biens, de nos industries, on produit peu, cher, très élaboré, donc il n'y a que l'Europe qui puisse acheter nos produits. Mais pour les services, on intervient beaucoup dans les pays de la zone. Le savoir-faire français, réunionnais, européen, les normes, etc. C'est très important pour notre soft power, notre pouvoir doux dans la zone. On a parlé de tous ces organismes. Maintenant, depuis 2021, je crois que c'est Emmanuel Macron qui a mis ça sur la table. On parle d'Indo-Pacifique. Oui. Ça, c'est une chance pour la Réunion également, parce que c'est vaste. C'est à peu près 11 millions de kilomètres carrés. Ça donne à la France son statut de deuxième zone, comment on appelle, zone économique exclusive mondiale. Ça part des côtes d'Afrique jusqu'à la côte ouest de l'Amérique. Quelle est la place de la Réunion dans tout ça? L'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique, c'est parce que nous, c'est océan Indien. L'Indo-Pacifique, donc c'est l'océan Indien et le Pacifique. Voilà. Évidemment, il y a plusieurs régions dans cet Indo-Pacifique. Nous sommes concernés surtout par l'océan Indien, par l'océan Indien occidental. Le constat que fait le président de la République, c'est que l'Indo-Pacifique regroupe 40% de la richesse mondiale, que c'est devenu une zone de tension extraordinaire, compte tenu de l'attitude de la Chine qui a lancé l'initiative des routes de la soie pour développer son emprise sur le monde,
compte tenu du fait que les Américains s'opposent à cette émergence de la Chine, maintenant deuxième puissance mondiale, et les deux puissances s'affrontent ou sont à chaque fois en voie d'affrontement à cause de la question de Taïwan, l'île chinoise qui a refusé de rejoindre la Chine continentale. Et donc, la France, en développant le concept d'Indo-Pacifique, et l'Europe, veut dans cette opposition, j'allais dire brutale, parfois agressive entre la Chine et les États-Unis dans notre océan Indien et dans l'océan Pacifique, la France veut apporter avec l'Europe une troisième voie, une voie de dialogue, une voie d'apaisement, et c'est pour ça que la France veut construire une troisième force avec l'Inde, avec l'Indonésie, avec l'Australie qui nous a joué un tour de cochon, si on peut dire, avec l'affaire des sous-marins. Mais la France essaye d'apporter une voie VOIE, une troisième voie, une autre solution que l'affrontement. Et c'est très important, notamment au niveau de la sécurisation des transports maritimes, puisque vous aviez parlé tout à l'heure des 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive de la France dans l'ensemble du monde, qui fait de nous la deuxième puissance maritime, terme évidemment de surface de mer patrimoniale. Donc, et la mer, c'est 90% des échanges commerciaux. La mer, c'est tout le passage des câbles sous-marins. Et maintenant, ces câbles sous-marins sont extrêmement fragiles avec les drones sous-marins qui sont indétectables, qui sont tapis sur les grands fonds et qu'on ne peut pas, qui peuvent facilement détruire les câbles sous-marins, et détruire les câbles sous-marins, c'est la paralysie du monde occidental et même du monde en entier, parce que maintenant tout est complètement numérisé. Oui, tout à fait. Mais ce qui est assez regrettable quand même dans cette stratégie indo-pacifique, c'est qu'il y a des régions comme la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et Wallis et Futuna qui font pas partie, quoi. C'est ce qui fait la force de la France dans l'Indo-Pacifique, parce qu'elle est la seule puissance européenne qui soit présente dans l'Indo-Pacifique par les îles éparses, par les TAF, par ces DOM et ces COM, depuis Mayotte jusqu'à Wallis et Futuna. Et donc, la France s'appuie beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs, il y a eu en 2020 une grande victoire diplomatique pour la France lorsqu'elle a été acceptée à l'Association des États riverains de l'océan Indien, parce que alors que jusqu'à présent, on disait l'océan Indien, zone de paix où il n'y a pas de puissance nucléaire, le fait que la France ait été acceptée par l'Association des États riverains de l'océan Indien, c'est une grande puissance parce qu'elle est une grande victoire diplomatique parce qu'elle est désormais reconnue comme puissance riveraine de l'océan Indien. Et grâce à la Réunion notamment, et tout à l'heure, vous parliez de la place de la Réunion, justement, grâce à la Réunion, dans l'Indo-Pacifique, et grâce évidemment à la Nouvelle-Calédonie et au territoire du Pacifique, la France peut justifier de sa présence, et nous-mêmes, comme la politique française de l'Indo-Pacifique est suivie par l'Europe qui a pris à peu près la même stratégie en septembre 2021, dans le cadre de la France et de l'Europe, la Réunion peut faire de grandes choses dans le cadre de l'Indo-Pacifique. C'est pour ça qu'on a adhéré à l'IORA, l'Association des États riverains de l'océan Indien. C'est pour ça que la Réunion y participe. On va installer bientôt à la Réunion le centre de ressources en matière touristique pour l'ensemble de l'océan Indien à la Réunion. Donc ça mettra la Réunion dans le cadre de l'Association des États riverains de l'océan Indien, ça mettra la Réunion sur la carte du monde. La Réunion sera connue, et dans la mondialisation, il faut être connu et reconnu si on veut ne pas être marginalisé. Donc il y a là pour nous de grandes perspectives, et même il y a un endroit où tous les peuples de l'océan Indien se rencontrent, c'est la Réunion. Donc peut-être qu'un jour on va créer un centre pour que les mondes de l'océan Indien soient représentés ici à la Réunion. Alors ça va être ma dernière question, Wilfried Bertil. Vous le disiez, il y a pour nous de grandes perspectives, mais on a vu que, et je vous le disais tout à l'heure, que les échanges se font surtout entre les échanges, les importations, enfin tout ce qui est produit, achat de produits, commercialisation entre l'Europe et ici. Et on a vu avec la Covid, avec la guerre en Ukraine, et quand il y a un bateau qui bouche le canal de Suez, là, malheureusement, la Réunion est paralysée, il n'y a plus rien qui rentre. Et pourquoi ne pas justement développer des cultures, de produire entre les pays de la zone pour qu'il y ait ces échanges? Et d'où ma dernière question, est-ce que vous avez, en tant que délégué à la coopération régionale ici à la région, un cahier des charges, des projets concrets que vous allez mettre
mettre en place durant la mandature? Là, vous posez une question fondamentale, puisque effectivement, la crise Covid et la guerre en Ukraine nous a fait prendre conscience qu'il faut changer notre façon de penser. Jusqu'à présent, la Réunion s'approvisionnait de l'ensemble des pays du monde. On fait venir des bois de Suède et des États-Unis, même enfin, du Canada, de l'Amérique, etc. On fait venir du soja, du Brésil, etc. L'empreinte carbone est considérable alors qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique et les approvisionnements sont fragiles. Vous avez évoqué le cas du bateau qui avait bloqué le canal de Suez. Donc c'est pour ça que quand ma délégation à la région, c'est pas la coopération régionale. Ma délégation à la réunion, c'est le co-développement. Et ça veut dire un développement mutuellement profitable. Souvent, quand on va dans les pays de la zone, ils nous disent, vous nous apportez ça, qu'est-ce que vous attendez de nous? Et moi, je pense que dans le cadre de la mondialisation et pour justement répondre à ces problèmes d'approvisionnement et lutter contre le réchauffement climatique, il faut réduire notre aire d'approvisionnement. Donc, il faut aller dans les pays de la zone, le Mozambique, Madagascar, qui sont des pays complémentaires à la Réunion, aider là-bas ces pays à produire pour être eux-mêmes autosuffisants sur le plan alimentaire et d'avoir aussi un surplus. Nous, on est tout petits. Donc, pour la Réunion, je pense notamment au riz. Au lieu de faire venir du riz de Thaïlande, on aide Madagascar à être autosuffisant en riz. Il faut 2 millions 500 000 tonnes de riz. Madagascar est 4 fois plus grand que la France, et produit du riz. Donc, Madagascar a besoin de 2 500 000 tonnes de riz par an, nous 55 000, donc c'est marginal. Donc on n'enlèvera pas le riz de la bouche des Malgaches en aidant Madagascar à être autosuffisant et en important du riz de Madagascar pour ne prendre qu'un exemple. Mais on peut développer également la production de soja, d'aliments pour bétail à Madagascar et au Mozambique. Il ne s'agit pas d'aller produire des fruits, des légumes pour concurrencer nos agriculteurs, mais il faut aller vers un co-développement, un développement mutuellement profitable. Et pour que ce co-développement puisse se faire, il faut que les liaisons maritimes, aériennes et numériques soient... D'où la compagnie régionale. D'où la compagnie maritime régionale. Donc vous voyez qu'on est totalement en cohérence et grâce à votre dernière question, ça veut vraiment, on a changé de façon de penser. Certains diront, on a changé de logiciel, mais il faut effectivement la mondialisation globale et quasiment, je dis pas terminé, mais a pris du plomb dans l'aile avec les crises que vous avez évoquées. Et il faut de plus en plus que l'on se recentre sur notre région. C'est vraiment ma dernière question, on va faire un peu vite. Il y a une date, une échéance concernant la création de cette compagnie régionale que Get-Bello appelle de ses voeux? Des contacts sont pris avec des privés de Madagascar et du Mozambique et ça se concrétisera, mais ce sera une affaire de privé. Peut-être un partenariat public-privé, mais surtout privé, puisque même si on a réussi techniquement avec Air Austral, c'est pas de la vocation de la région à créer des compagnies, mais d'accompagner les privés pour faire justement cet instrument d'intégration régionale. Merci beaucoup Wilfried Bertil, merci d'avoir été notre invité. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité.